Et c'est inéluctable. Tant qu'on n'aura pas des datas entre nos secteurs, on aura une vraie difficulté à évaluer l'efficacité des parcours. L'efficacité et par exemple, où est le bon modèle économique. Les enjeux, ils sont des enjeux de meilleure prise en charge des personnes, avec une dimension de l'accès aux soins qui à l'heure actuelle est compliquée pour des personnes âgées, dépendantes, de pouvoir les déplacer. Quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer, on ne le déplace pas facilement à l'hôpital. Donc c'est une diminution également des hospitalisations et des phénomènes de rupture. Et puis, c'est tout un champ nouveau qui est tout le champ de la possibilité d'avoir accès à de la prévention. Grâce à tous les systèmes d'objets connectés ou autres, de pouvoir essayer de changer un peu de paradigme, être moins dans le soin curatif et également de rentrer dans le soin de la prévention. Voilà. Et puis enfin, c'est tout un lien, un élément important qui rejoint le bien-être, parce que santé et bien-être c'est lié. C'est toute la possibilité que la e-santé peut permettre en termes de lien social entre les personnes âgées et leur environnement, pour pouvoir les maintenir dans la vie. Et la vie, ça ne se réduit pas uniquement à l'établissement. Et puis enfin, mais ça c'est, je dirais, ça paraît tellement naturel, c'est que ça permet à des multiples acteurs de se mettre à travailler ensemble. En tout cas, à faciliter leur travail. On travaille déjà ensemble, mais comment on fait un lien efficace pour avoir une bonne continuité de l'information entre l'ensemble des acteurs, ce qui est absolument indispensable en médico-social, puisque c'est des acteurs à la fois salariés, à la fois les libéraux, à la fois avec le monde de l'hôpital. Donc c'est une complexité d'acteurs qui ont besoin d'avoir la capacité de partager un certain nombre d'informations autour de la personne. Sur les objets connectés, on voit bien qu'ils ont deux aspects, les objets connectés. Ils ont effectivement les objets connectés du champ de l'immédiateté, donc la sécurité, pour pouvoir faire un diagnostic précoce de chute par exemple, ou d'éviter les intrusions. Et puis on a les objets connectés qui peuvent être proposés à une personne en fonction de ses risques propres. Quand vous avez une pathologie chronique, une hypertension, quand vous avez un diabète, quand vous avez des risques de dépression, etc. On peut imaginer un certain nombre d'objets plus spécifiques à la personne, soit pour elle, soit qu'elle porte elle, soit que l'on met dans l'environnement. Exemple, l'appartement intelligent qui est capable de se rendre compte que quelqu'un se réveille un peu plus tard. Voilà, ça fait 2 jours qu'il se réveille beaucoup plus tard. Voilà. Donc ce sont toutes ces informations, ces datas issues à la fois de la personne et de son environnement qui peuvent être prédictifs d'une modification de la situation, et donc qui permet à ce moment-là de faire, soit par la personne, soit par son environnement, une prévention d'un risque éventuel, avec les conséquences que ça peut avoir. Donc tout ça, ça pose également le champ de la façon avec laquelle à la fois les professionnels sont capables d'utiliser ces objets dans la vraie vie, et à la fois comment les personnes sont capables également de l'accepter. Parce que cette acceptabilité passe par le sentiment de ne pas être, entre guillemets, surveillé et de perdre une certaine notion de liberté. Ce qui est important pour les personnes âgées. Et puis il faut probablement accepter chez les personnes âgées que la notion du plaisir probablement prime sur l'obligation de suivre de façon spécifique sa pathologie chronique. En gros, à 87 ans, même si on a un diabète, si on a envie de manger une petite sucrerie, est-ce qu'on va ne pas manger la petite sucrerie? Est-ce qu'il faut se faire plaisir, ou est-ce qu'il faut se contraindre beaucoup parce qu'on aura eu l'alarme qui dit que faites attention? Donc il y a tout un problème de cette bonne acceptabilité, et qui est forcément une approche extrêmement individuelle, qui ne peut pas être dogmatique. L'accessibilité à la e-santé, on a plusieurs façons de voir comment les personnes vont pouvoir accéder. Il y a effectivement ce que certaines de personnes peuvent se payer ou souhaitent se payer. Ensuite, il peut y avoir des arbitrages. C'est-à-dire que même une personne qui a de l'argent, il y en a qui vont vouloir l'avoir et d'autres pas l'avoir. Donc on voit bien qu'il y a tout un pan de la e-santé qui est quand même dans une approche extrêmement individuelle, et donc l'exigence que les gens peuvent avoir peut être variable d'un individu à l'autre. Ensuite, on a un vrai sujet, c'est comment les organisations collectives permettent à des personnes, même qui n'ont pas les moyens, d'avoir accès à un certain nombre de services qui permettent de leur améliorer leur sécurité, leur autonomie, etc. Ça, c'est toutes les réflexions qu'on peut avoir, nous, en tant que gestionnaires. C'est comment on trouve les modèles économiques qui permettent de pouvoir accéder au plus grand nombre à ces innovations. Et cela est possible à partir du moment que ces innovations entraînent un certain nombre d'économies ou d'amélioration ou de l'optimisation des moyens. On est capable à ce moment-là de proposer cette offre au plus grand nombre. Donc on voit bien qu'il y a
des choix individuels et puis des choix, je dirais, des institutionnels qui permettent d'imaginer des solutions pour offrir au plus grand nombre.